Bonjour à toutes et à tous, nous voici arrivés à l'avant-dernier chapitre dans le thème de la cristallographie, dédié aux cristaux ioniques, et je vais commencer par un certain nombre de définitions. Alors, je rappelle que les cristaux ioniques sont constitués de cations et d'anions. Je représente ici les cations par une sphère plus petite que l'anion. Pourquoi? Parce que, bien sûr, le cation c'est un atome neutre qui a perdu des électrons et il peut même perdre toute une couche de valence, donc son rayon est plus petit. Alors que l'anion est un atome neutre qui a gagné des électrons, il peut même gagner, bien sûr, une couche de valence de plus, et donc est très souvent plus gros que le cation. Et d'ailleurs, où est-ce qu'on les retrouve, ces espèces, dans le tableau périodique? Eh bien, c'est très simple. Les cations se situent dans le tableau périodique à gauche, donc parmi les éléments les moins électronégatifs, les plus électropositifs. Ce sont des espèces métalliques. Vous avez ici la première colonne des métaux alcalins, la deuxième colonne des métaux alcalino-terreux. Vous avez ici les métaux de transition, les métaux pauvres, quelques métaux lourds. Et bien sûr, à droite, vous avez les espèces électronégatives, donc qui gagnent facilement des électrons, et plus particulièrement, vous avez la colonne des halogènes et la colonne des chalcogènes qui constituent les éléments les plus électronégatifs. Alors j'insiste ici pour vous rappeler que le motif dans un cristal ionique est tout le groupement formulaire constitué des cations et des anions. Alors ici il y en a un, mais vous pouvez avoir plusieurs cations et plusieurs anions. Ici, nous ne considérerons que un métal M et X. D'accord. Donc, n'oubliez pas que le motif cristallin est neutre et qu'il peut donc être constitué, comme dans le cas des cristaux ioniques, de tout un groupement formulaire de telle façon que ce motif soit neutre. Et ce motif, bien sûr, positionné dans la maille à côté d'un autre motif, etc., va former la maille cristalline, dont la cohésion est assurée par la liaison ionique, une liaison forte. Alors, pour pouvoir, bien sûr, construire nos mailles cristallines, pour qu'elles soient stables, il nous faut des critères de stabilité, parce qu'ici nous avons des charges positives, des charges négatives, donc nous avons une possibilité de jeu d'attraction, répulsion qui déstabilise la maille. Alors pour que cette maille soit stable et donc forme bien sûr un réseau régulier de motifs, donc ce qu'on appelle un cristal, il nous faut deux critères de stabilité. Le premier, c'est qu'il faut assurer la tangence anion-cation. Bien sûr, la liaison ionique étant forte, donc nous avons un rapprochement maximum entre l'anion et le cation. Le deuxième critère de stabilité, c'est au contraire, il faut empêcher les espèces de même charge d'être tangentes. C'est-à-dire assurer la non-tangence anion-anion, et bien sûr la non-tangence cation-cation. Mais pourquoi je ne garde que l'anion des anions? Parce que si vous assurez la non-tangence anion-anion, vous assurez automatiquement la non-tangence cation-cation, puisque les sphères de cation sont plus petites. Donc, si vous éloignez ces deux-là, automatiquement, vous allez éloigner les sphères les plus petites. Donc, nos critères de stabilité se feront selon ces deux contraintes. Ainsi, donc, nous pouvons avoir 5 types de cristaux ioniques que nous allons voir les uns après les autres. Cristal de type MX, un cation pour un anion, de type MX2,
un cation pour 2 anions, et type M2X, 2 cations pour 1 anion. Dans le cas MX, vous avez 3 différents types de cristaux qui sont représentés par le premier type par CSCl, c'est le représentant des mailles cristallines de même type que nous allons voir tout à l'heure. Nous avons un autre type MX, mais la structure cristalline est différente, hein, et son représentant c'est NaCl. Donc tous les cristaux qui ont le même type de structure que NaCl que nous allons voir tout à l'heure appartient, donc porte le nom d'ailleurs, c'est une structure de type NaCl. Et puis une troisième structure de type ZnS. Par contre, pour MX2, vous n'avez qu'un seul représentant, c'est CaF2, la fluorine. Et pour M2X, vous avez un seul type de représentant de type K2O, l'antifluorine. Alors, commençons, si vous voulez bien, avec notre premier cristal de type MX, CsCl. Bien sûr, nous allons placer notre motif. Mais pour placer le motif, il faut placer le cation et l'anion, bien sûr, dans un repère orthonormé. Alors, c'est une maille cubique. Toutes les mailles sont cubiques, hein, dans ce cas, des cristaux ioniques. C'est une maille cubique P primitive, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul motif, voici votre motif, hein, par maille. Le chlorure, comme vous le voyez, est situé à l'origine, c'est-à-dire dans le sommet de la maille. Alors, par convention, nous mettrons toujours, ou le plus souvent, hein, on va voir, l'anion, hein, comme origine, parce que c'est le motif le plus gros, et donc pour le critère de stabilité, il est bien sûr plus facile de travailler comme ça, hein, pour voir le critère de stabilité. Hein. Donc, si vous mettez votre motif en 0, 0, 0, c'est-à-dire que les chlorures occupent les sommets de votre maille, n'est-ce pas? Et si je mets mon césium en 1,5, 1,5, 1,5, c'est-à-dire qu'il occupe le milieu de la maille, et nous n'avons qu'un seul milieu par maille, donc voilà. Alors, ça, c'est la plus petite maille que je peux répéter un certain nombre de fois pour avoir mon cristal. Vous avez un motif ici, d'accord? Un seul motif par maille, bien entendu, puisque vous avez 8 sur 1/8, d'accord? Donc un seul, donc celui-là il participe avec un seul huitième de motif, d'accord? Un seul huitième, un seul huitième, un seul huitième, avec bien sûr un césium. Donc un césium et un chlorure forment un motif CsCl. Donc la maille est P parce que vous avez un motif CsCl par maille. Bien, la coordinance maintenant, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous allons voir de combien est entouré Cs. Il est entouré de, c'est un cation, il ne peut être entouré que d'anions. N'oubliez pas le critère de stabilité. Les plus proches voisins sont des anions. Alors vous le voyez sur cette maille, hein, les plus proches voisins de votre césium, c'est les anions. Donc vous avez 8. Le césium est entouré de 8 chlorures. Et les chlorures, alors sur cette maille, vous ne pouvez pas voir. Donc je peux, donc je vais le faire tout de suite, hein, tracer plusieurs mailles pour pouvoir voir par exemple ce chlorure, il est entouré de combien de césium. Voilà, je déplace un petit peu la maille. Donc je fais appel, d'où proviennent ceux-là? Ce sont les centres des autres mailles, hein, des 8 mailles qui entouraient ma maille principale. Et je vois que même mon chlorure est entouré de 8 césium. Alors bien entendu, vous n'êtes pas obligé de faire cet exercice, hein, pour voir cet exercice de translation, hein, pour pouvoir observer le nombre de voisins des chlorures. Si vous voyez, et vous le voyez, hein, que le césium Cs+, est entouré de 8 Cl- pour avoir la neutralité de votre motif, vous aurez absolument autour de Cl- 8 Cs+, pour que ce soit neutre. D'accord? Donc si vous voyez la coordinance de l'un, vous pouvez en déduire la coordinance de l'autre. Alors, quel est le critère de stabilité pour le type CsCl?
Bien sûr, il faut assurer la tangence cation-anion. Donc vous le voyez, soit je prends cette maille-là, hein, la tangence, donc 2 fois R- plus 2 fois R+, ou bien je reviens à ma maille principale, hein, d'accord, cette maille, bien sûr, pour laquelle l'origine sont mes anions. Hein. Donc c'est la même chose, vous voyez que selon la diagonale du cube, vous avez 2R+, hein, plus 2R-, doit former la diagonale du cube. Donc selon Pythagore, vous aurez la diagonale au carré égale à 3A2. Le deuxième critère de stabilité, c'est que les deux anions, hein, l'un à côté de l'autre, doivent être éloignés, ne doivent pas être tangents. Donc, et vous raisonnez bien sûr ici selon l'arête. Donc, 2R- doit absolument être plus petit que A pour assurer la non-tangence. D'accord? Alors, avec ces deux critères de stabilité, vous pouvez trouver la relation qui résume ces deux critères de stabilité. Vous pouvez faire un petit calcul, éliminer A des deux expressions, et vous verrez bien que le rapport du rayon du cation sur le rayon de l'anion doit être plus grand que 0,732. D'accord? Bien sûr, ce rapport doit être plus petit que 1. Hein. L'égalité des rayons n'est pas ici possible, puisque vous avez un cation et un anion, et donc nous l'avons dit, l'anion sera toujours considéré plus gros que le cation. Donc vous voyez ici hein, ce fameux 0,732 décides cubiques, hein, puisque ici nous avons le chlorure occupe les sites cubiques du césium et le césium occupe les sites cubiques des chlorures. Passons maintenant à NaCl, et si vous l'avez compris, donc vous avez compris le procédé, nous allons placer notre motif. Je vous rappelle que le motif est constitué de l'anion et du cation. Cette fois-ci, et à partir de là, hein, vous n'aurez que des mailles F cubiques face centrée. C'est-à-dire que le chlorure occupe le sommet et le centre des faces. D'accord? Et le sodium ici, il occupe quoi? Il occupe la moitié des arêtes. C'est-à-dire, il occupe les sites octaédriques des chlorures. Donc, si je complète la maille, eh bien, vous aurez vos chlorures qui vont former un cubique face centrée, donc 4 motifs. Voici les coordonnées des motifs. Et vous aurez le sodium qui occupe les sites tétraédriques, et vous avez ici les coordonnées des motifs des sites octaédriques que vous connaissez très bien. Alors, pour la coordinance, eh ben, on l'a presque dit puisque je parle de sites octaédriques. Donc, Na plus occupe les sites octaédriques des chlorures, donc il est entouré de 6 Cl-. Comme Na+ est entouré de 6 Cl- pour avoir la neutralité, Cl- doit être entouré de 6 Na+. Donc aussi, si vous faites une translation, si vous prenez d'autres mailles, vous allez voir aussi que les chlorures occupent les sites octaédriques du sodium. Donc, c'est pour une coordinance 6,6. Le critère de stabilité, donc même principe, mais cette fois-ci, pour assurer la tangence anion-cation, il va falloir raisonner selon une arête. Donc vous voyez bien que vous avez 2R- plus 2R+ est égal à A. Et pour assurer la non-tangence des anions, il va falloir plutôt raisonner selon la diagonale d'une face, là où vous avez vos anions alignés. Il faut que ces anions ne soient pas tangents. C'est-à-dire cette diagonale doit être plus grande que 4 fois les rayons. Donc si vous utilisez Pythagore, hein, donc vous allez bien sûr écrire que 4, c'est 4R- au carré, d'accord, les 4R- au carré doivent être plus petits, d'accord, que la diagonale. Et la diagonale, elle est donnée par, bien sûr, racine. La diagonale au carré est égale à A carré plus A carré. Hein. D'accord? Alors, en combinant ces deux critères, en éliminant A, ben, vous allez retrouver
pas de surprise, hein, donc vous retrouvez bien le 0,414 des sites octaédriques. Donc le rapport entre le rayon cationique et anionique doit être plus grand que 0,414. D'accord? Et bien sûr, plus petit que 0,732, sinon vous allez tomber dans le cas du CSCl. Le troisième type de cristal ionique de type MX, c'est celui de ZNS appelé la blinde. Donc c'est le représentant des cristaux ioniques de type MX, d'accord, pour lesquels, cette fois-ci, qu'est-ce que nous allons avoir? C'est toujours une maille cubique face centrée, donc notre anion qui est cette fois-ci le soufre, donc occupe les sommets de la maille et le centre des faces, et le cation qui est ici le zinc, Zn2+, va occuper les sites tétraédriques, mais attention, nous avons 8 sites tétraédriques. Et c'est-à-dire que si vous mettez des zincs partout, dans les 8 sites tétraédriques, vous aurez 8 Zn à placer, mais que 4 soufres, parce que pour un cubique face centrée, hein, le soufre, vous avez 4 soufres par maille. Or, vous avez un zinc pour un soufre. Donc, pour obtenir cela, pour obtenir cette neutralité hein, du motif, eh bien, nous n'allons pas remplir les 8 sites tétraédriques, mais seulement la moitié de ces sites. Donc, vous voyez le cubique face centré que forme le soufre, et vous voyez la moitié, il n'y en a que 4. Alors, lesquels choisir? Il faut qu'ils soient les plus éloignés les uns des autres. Hein. Donc, dans votre cube, si vous mettez un motif à côté, ça doit être vide. Donc, un motif, c'est vide, ou un cation plutôt, hein, le vide. Alors, pour pouvoir, bien sûr, donner les coordonnées de ces 4 sites tétraédriques sur les 8, lesquels choisir? Le plus simple, c'est que vous fassiez une projection, pour ne pas vous tromper, de vos 4 motifs. Et vous voyez, donc A, B, c'est clair, hein, vous lisez A, vous lisez B, un quart, et vous choisissez le plus proche de l'origine, hein, donc un quart. Alors si celui-là, il est en 1/4 de C, celui qui est à côté doit être en 3/4. Celui qui est à côté doit être 3/4, d'accord? Donc, vous voyez que celui-là, il est en 1/4. Celui-là, il est en 1/4, 3/4. Celui-là, il est en 1/4, 3/4. Et celui-là, il est en 3/4 et 1/4. Donc, c'est en faisant la projection que vous retrouvez les 4 coordonnées ici sans vous tromper, hein, sans vous mêler les pinceaux. Vous en mêlez les pinceaux plutôt. Alors, voilà, quels sont les critères? La coordinance, bien sûr, j'oubliais la coordinance. Eh bien, vous avez compris, hein, là on parle de sites tétraédriques, donc vous voyez bien que le zinc occupe les sites tétraédriques du soufre, donc entouré de 4, et vous faites le même raisonnement que tout à l'heure, donc Zn2+ est entouré de 4 S2-, donc forcément pour avoir la neutralité du motif, S2- doit être entouré de 4 Zn2+. D'accord? Donc 4. Ou bien vous pouvez faire une translation, représenter plutôt la maille avec comme origine les Zn, et vous verrez que vos soufres occupent les sites tétraédriques. Donc du zinc. Critère de stabilité, cette fois-ci vous allez avoir la tangence selon la petite diagonale, hein, pas la petite diagonale, mais plutôt la diagonale du petit cube. Hein, vous vous rappelez des sites tétraédriques, donc je reprends ici exactement la même chose. D'accord? Donc 2 fois, bien sûr, R+, plus 2 fois R-, d'accord? Donc doit être égal à cette diagonale-là, donc toujours Pythagore. Mais bien sûr la non-tangence comme tout à l'heure pour une face centrée, c'est-à-dire que la diagonale ici de la face doit être plus grande que vos 4 rayons. Et de même, si vous combinez ces deux critères, eh bien vous allez obtenir
la relation suivante, le rapport entre cation, le rayon du cation et de l'anion doit être plus grand que 0,225, plus grand que le site tétraédrique, d'accord? Et bien sûr plus petit que 0,414, sinon vous allez tomber dans le cas de NaCl. Bien, je passe maintenant au cas de la fluorine et tout à l'heure de l'antifluorine. Là, eh bien, il n'y a qu'une seule possibilité, donc il n'y a pas une obligation de raisonner par rapport aux critères de stabilité, même s'ils existent toujours, hein, ces critères. Mais dès que vous avez un cristal de formule MX2, il ne faut pas se casser la tête, c'est le type fluorine. Donc le motif ici, il est constitué de quoi? D'un cation et de deux anions, hein, donc que je dois placer sur une maille F. Alors vous voyez ici, la particularité, c'est que l'origine, elle est par rapport au cation, d'accord? Et bien sûr, vos deux fluors sont positionnés ici dans les sites tétraédriques. Et cette fois-ci, effectivement, vous allez compléter tous les sites tétraédriques. Puisque le calcium qui forme un cubique face centrée, donc vous avez 4 calciums par maille, mais vous devez avoir le double, hein, en fluorure, donc vous pouvez remplir les 8 sites tétraédriques, d'accord, pour faire le CaF2, pour que, bien sûr, votre motif et donc votre maille soit neutre. La coordinance, nous allons faire exactement le même raisonnement, c'est-à-dire que ici, le calcium, d'accord, qui est en bleu, on ne voit pas très bien avec combien de fluorure il est entouré, donc nous allons plutôt regarder le fluorure. Hein. Le fluorure, il est entouré de combien de calcium? Comme le fluorure occupe les sites tétraédriques du calcium, donc il est entouré de 4. Et c'est comme ça qu'on va déduire la coordinance du calcium. Parce que vous avez deux fluorures, donc le fluorure c'est F-, entouré de 4, 2 fois plus, parce que le calcium c'est 2 plus. Donc si vous voulez, le fluorure est entouré de 4 fois 2 plus, de 8 charges, si vous voulez, hein, de calcium. Et bien, de la même manière, votre calcium, C2+, doit être entouré de 8 fluorures, 8 F-. Donc, je répète, hein, peut-être que c'est un peu brouillon. Je disais que un fluorure est entouré de 4 calcium. Donc, un fluorure est entouré de 4 fois 2 plus, parce que le calcium c'est C2+, hein, c'est A2+. Donc, un F-, est entouré de 8 charges positives. Donc, un calcium doit être entouré de 8 charges négatives. Donc, entouré de 8 fluorures. C'est pour ça que la coordinance est de 8, 4. J'espère avoir été claire. Hein. Alors, eh ben, on va faire exactement la même chose, mais maintenant on va inverser. Hein, donc, vous allez avoir plutôt deux cations pour un seul anion, c'est l'antifluorine. Donc, vous positionnez de la même façon. Maintenant, l'origine, on revient à notre origine qui est l'anion. Vous complétez avec vos 8 sites tétraédriques, donc potassium, et la coordinance va être inversée. Donc, vous voyez bien que cette fois-ci, le potassium, K+, est entouré de 4 O. Et O, c'est O de moins. Donc, un potassium est entouré de 8 charges négatives. Automatiquement, donc, votre anion doit être entouré de 8 charges positives. Le potassium étant en K+. Donc 4, 8. J'espère avoir été claire et à la prochaine.